Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur un film qui, me semble-t-il, est une œuvre fondamentale. Elle est à la fois une œuvre esthétiquement et thématiquement extrêmement riche, puissante et terrifiante, un grand film de genre, un grand film d'horreur et un colossal film de monstres. Difficile de faire l'impasse sur le chef-d'œuvre absolu de John Carpenter, alias Big Daddy John, The Thing, sorti en 1982. Pour mémoire, The Thing, version 1982, est le remake de The Thing from Another World de Howard Hawks et Christian Nyby, réalisé en 1951. Le film de Carpenter est l'adaptation la plus fidèle de la nouvelle phare de science-fiction Le ciel est mort de John W. Campbell, qui a fortement inspiré The Thing from Another World de 1951. On peut noter qu'il s'agit du premier volet de ce que Carpenter appelle lui-même la trilogie de l'Apocalypse. Suivront en 1987 Le Prince des Ténèbres et en 1994 L'Antre de la Folie. J'y ajouterai d'ailleurs personnellement son épisode pour la première saison des Masters of Horror de Mick Garris, La fin absolue du monde. Hiver 1982. Nous sommes en plein cœur du continent antarctique. Une équipe de recherche américaine composée de 12 hommes sauve et recueille un chien poursuivi par un hélicoptère dont l'équipage norvégien semble prêt à tout pour l'abattre. Le pilote et le tireur sont tués. Les recherches pour expliquer pareil déchaînement de violence mènent Macready et ses hommes à une base norvégienne fantôme. Ils découvrent, non loin de là, un corps affreusement difforme, prisonnier des glaces, enfoui sous la neige. Le cadavre est décongelé et autopsié. La chose ne correspond à rien de connu. Nous découvrirons plus tard que la chose est capable d'imiter n'importe quelle entité organique. Comme l'explique le médecin, il s'agit d'un organisme qui imite toutes les formes de vie et qui les imite à la perfection. Les masques tombent alors, le chien secouru par l'équipe n'est autre que la chose. Dès lors, la paranoïa s'installe. Qui n'est pas ce qu'il prétend être? Descartes expose dans les méditations métaphysiques, et plus précisément dans la première méditation, le monstre comme paradigme de l'imagination créatrice. Créer un monstre, c'est finalement se livrer à un exercice purement combinatoire. Comme dans le rêve, tous les éléments qui le composent ne sont que des choses qui n'ont pu être inventées qu'à la ressemblance de choses vraies, animées ou inanimées. Descartes prend pour exemple l'artiste peignant sur une toile une sirène ou un satyre. Ce dernier ne fait rien d'autre que combiner femme et oiseau, ou femme et poisson dans le cas de la première créature, homme et bouc pour la seconde. De même, la chimère que vainquit Bellérophon chevauchant Pégase de cheval ailé n'est qu'un aggloméré de Diversorum Animalium Membra, une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent. Il apparaît donc que l'artiste ne peut pas créer à proprement parler un monstre au sens démiurgique. En d'autres termes, il ne peut faire accoucher son esprit d'une créature totalement coupée de la réalité qui l'entoure. La création, la production monstrueuse, n'est donc pas infinie, mais limitée au vrai. Selon Gilbert Lascaux, dans son ouvrage Le monstre dans l'art occidental, le créateur de monstres est un bricoleur du réel. Il combine les chairs qui l'entourent, s'amuse à construire les mutations les plus folles, joue avec l'humain, l'animal et le végétal, l'animé et l'inanimé. À partir de cela, de cette thèse cartésienne de l'imagination créatrice, tout monstre artistique apparaît comme un objet purement déterminé, car tiré du réel. Le problème se pose alors, et nous allons y répondre au travers du film de Carpenter, peut-on tout de même donner l'illusion de l'indétermination ? La question de l'indétermination prend dans le chef-d'œuvre de Carpenter une dimension qui jusqu'alors n'avait jamais été atteinte. Ce qui est finalement extrêmement fort, c'est que Carpenter arrive à montrer l'indéterminé en exhibant ce qui résiste à toute image. La difficulté étant justement le médium image, en cela qu'il pose le problème qu'il faille de toute manière montrer quelque chose. C'est en ce sens que la tâche exécutée dans The Thing est proprement géniale. Il s'attache finalement à montrer le visage de ce qui à proprement parler n'en a pas, puisque la chose ne fait qu'imiter.
Elle n'a donc pas de forme propre, elle est strictement indéfinie. Elle n'a pas de forme puisqu'elle est à la fois toutes les formes et aucune forme. En même temps, elle a une identité, mais celle-ci se diffuse et se divise dans la diversité. Elle est en cela insaisissable. Comme le fait remarquer le docteur, chaque partie de la créature est indépendante, et si l'on en agresse une, c'est toute l'entité, aussi divise soit-elle, qui réagit. Les transformations orchestrées par Carpenter et Rob Bottin, ce dernier étant d'ailleurs tombé en dépression pour cause de surmenage, n'ayant donc pas pu terminer le film, sont non seulement à ce jour les plus impressionnantes jamais mises en scène en live à l'écran, mais ont aussi, et surtout, un sens, une portée cinématographique et esthétique absolument inédite. Les effets spéciaux, uniquement de plateau qui encore aujourd'hui sont absolument bluffants, sont vecteurs d'une idée très précise, purement esthétique, à savoir qu'ils témoignent que la chose peut prendre toutes les formes. Dans chaque séquence de révélation, 3 au total, s'achevant d'ailleurs sur un coup de lance-flamme prenant valeur de cut, de fin de séquence, Carpenter s'amusant d'ailleurs à plusieurs reprises avec ce gimmick, Carpenter s'amuse à changer les règles qui semblaient jusqu'alors régir sa créature. Il rompt le contrat tacite avec le spectateur, à la base de sa suspension consentie d'incrédulité, crée l'incohérence pour susciter la cohérence au cœur même de cette incohérence. Effusion de sang de différentes couleurs, créature absorbant ou au contraire explosant, créature affublée d'attributs tantôt végétaux, tantôt animaux, tantôt humains. Elle ne semble donc dès lors ne suivre aucune véritable règle, et nous ne pouvons véritablement la saisir, la comprendre. La chose de Carpenter se donne notre perception, et pourtant elle demeure indéterminée car elle change constamment d'apparence. Elle devient systématiquement autre que ce qu'elle est. Elle est présente dans le sens où elle existe car elle se donne à notre perception, elle apparaît dans notre champ perceptif, mais en même temps, elle n'est déjà plus là car son apparence est toujours en retard par rapport à ce qu'elle est. Son être n'est finalement qu'un constant devenir, et c'est ce devenir irrémédiable qui suscite la peur. Comme le dit Wittgenstein, l'appréhension est la somme de toutes les peurs. De plus, la créature est d'une certaine manière à l'image de Dieu. En ce sens, elle est formidable puisqu'elle inspire la crainte, une crainte infinie compte tenu du fait qu'elle n'est, comme il est dit de Dieu, véritablement nulle part et en même temps partout. En cela, on pourrait rapprocher le travail de Carpenter dans The Thing de celui de David Cronenberg et son obsession bien connue pour le virus et la contagion. La chose est pareille à un virus, une et multiple, et ne cesse de changer. The Thing est une œuvre fantastique qui est aussi un festival, si l'on peut dire, d'images gore traumatisantes. Le gore est profondément justifié, au sens où il apparaît au cœur du récit comme le procédé esthétique le plus adéquat, voire nécessaire. Rares sont les films où le gore est un élément de la peur. Pourtant ici, il en est même l'ingrédient principal puisqu'il illustre le devenir constant de la chose et donc son indéfinition, son aspect, ou devrait-on plutôt dire son non-aspect, diffus, terriblement anxiogène. Il nous met brutalement face à notre incapacité à identifier ce que nous percevons. Il y a une sorte d'excès, car le gore est par nature un procédé excessif, cependant cet excès est bénéfique, et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, n'est pas un excès de monstration. Excès de réalisme, de matière, les effets de plateau, le rendu ne serait pas du tout le même avec le numérique, soulignons d'ailleurs que Carpenter refusa heureusement au dernier moment le face-à-face final entre Macready et la chose, qui devait révéler un plan large de la créature en stop motion, ce qui aurait détruit en une fraction de seconde l'intégralité du travail réalisé en amont. La puissance de l'œuvre et la terreur suscitée auraient été littéralement annihilées. En montrant de manière excessive, gore les transformations incessantes de la créature, Carpenter, plus il en montre, moins il en montre. Dit autrement, plus la créature se change, plus celle-ci devient autre, plus elle est, pour le spectateur, insaisissable, cachée derrière son excès. L'horreur ici est suscitée par ce qui est caché dans l'acte de montrer. Nous pourrions ainsi dire les choses d'une autre manière, Bottin et Carpenter parviennent finalement à ne rien décrire tout en montrant le maximum.